Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la caverne pour un nouveau point Blender. Donc aujourd'hui on s'attaque à la session 7, donc à savoir donc les différents types de textures, d'accord, qu'on peut avoir sur Blender et ce qu'on a besoin pour créer donc un matériel PBR. Donc j'ai déjà effectué donc une session sur les matériaux PBR, donc sur la session 3 il me semble. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais du coup aujourd'hui on va parler donc des textures en soi et pour finir un petit point qu'on m'a demandé donc par Blender KBC qui m'a demandé donc de parler du self-fracture et comment ça fonctionne. Donc on va commencer par le self-fracture, hein, comme ça on va faire un chapitre complet sur les textures. Donc pour le self-fracture, en fait, on va créer une scène très simple, hein, on va créer un plan qu'on va scale par 5. On va appliquer donc sa rotation, sa taille, son origine vers sa géométrie. On va créer donc un cube, et ce cube-là, je vais le monter de 5 mètres, donc GZ5. Et là, on a un mesh, d'accord, donc on a un cube basique. Si je veux activer donc le paramètre self-fracture, je dois aller donc dans Éditer, Préférences, Add-on, et du coup ici vous tapez Cell Fracture, d'accord. Donc vous cochez ce paramètre-là, et là en fait on voit qu'il fait partie de la catégorie Object. Sauf que le Cell Fracture en fait se retrouve directement dans les effets rapides. Donc pour l'appliquer, vous allez appuyer sur Objet, vous allez donc dans Effets rapides, et là vous avez Cell Fracture. Donc le panneau self-fracture se présente en fait comme ça, donc il est assez complexe en termes de paramètres, hein, donc je ne vais pas tout détailler, mais pour comprendre un petit peu son fonctionnement, c'est que du coup on a un mesh donc, de base qui est sélectionné, on lui applique donc l'effet rapide de self-fracture, et ensuite on a 5 modes différents, d'accord. Donc on a donc ses propres vertex, on a donc les vertex enfants, on a ses propres particules, on a les particules enfants, et on a les annotations pencil. Donc ça c'est la dernière technique que je vais vous montrer, qui est vraiment très sympa, qui nous permet de découper le mesh grâce à des dessins. Ok. Ensuite, on a donc la source limite, d'accord, donc le nombre de points qu'on peut avoir en termes de limite, donc ça permet d'avoir une limitation de particules. Le bruit, d'accord, si on veut avoir des déformations en termes de saccade, donc ça je vais vous montrer ce paramètre-là. Et ensuite, on a la taille et l'échelle de chaque particule. Donc là, sachant que notre cube actuellement fait 2 mètres par 2 mètres, hein, d'accord, donc c'est la valeur native de Blender. Si je divise aujourd'hui mon cube avec ces paramètres-là, il va me donner 4 carrés de 1 mètre par 1 mètre. D'accord, logique. Hein. Du coup, il va le diviser par 4. On a 2 mètres par 2 mètres. Donc, s'il divise ces 2 mètres par 1, d'accord, donc ça nous fait 1 carré, 1 carré, 1 carré, 1 carré. Donc, du coup, on aura 8 carrés au total. Donc là, je valide avec OK. Et là, vous voyez ce qu'il m'a créé. Il m'a créé 8 cubes, du coup, qui sont ici, hein, d'accord, et mon cube principal qui reste. D'accord, donc ça, c'est mon objet de base, qui n'est pas divisé, qui n'est pas fracturé. Donc le self-fracture va créer de la géométrie à partir du volume en plus, d'accord. Donc c'est des objets à part, et du coup ça va me permettre de casser ma géométrie. Donc ça c'est pour les paramètres de base. Maintenant si je veux donner un petit peu de bruit, donc j'ai juste à réactiver mon objet effet rapide. Voilà, self-fracture, hop. Et du coup ici j'augmente le bruit. Et là, quand je vais valider avec OK, ça va me donner, vous voyez, des pièces un petit peu difformes, d'accord. Donc des pièces un petit peu plus aléatoires. Donc j'en ai toujours 8 hein, au total, mais elles sont beaucoup plus aléatoires, d'accord. Enfin là j'en ai 7 au total, d'accord. Et maintenant, si je veux par exemple donc, lui appliquer des paramètres de collision à ce mesh, je vais sélectionner donc un objet actif, d'accord, donc de mes fractures. Je vais cacher mon cube de base. Hein. Donc je sélectionne un mesh actif, je vais dans Objet, je vais dans corps rigide, d'accord, et je l'ajoute en actif. Maintenant qu'il est ajouté en actif, je retourne dans Objet, je retourne dans corps rigide, et je mets Copier depuis actif, d'accord. Donc maintenant, si j'affiche ici ma timeline, donc en bas, hop, on va créer donc une petite timeline, et là si j'appuie sur Play, mon cube va tomber, d'accord, parce qu'il fait partie maintenant d'un monde de corps rigide. Maintenant, pour qu'il rentre en collision avec mon plan et que du coup il se fracture, on va sélectionner notre plan, on va l'ajouter donc ce plan au corps rigide, en passif cette fois-ci, d'accord, parce que ce n'est pas un mesh actif mais passif. Et là, quand j'appuie sur Play, maintenant mon cube va se poser et se casser. Vous voyez. Donc on a des paramètres de simulation en termes de collision qui sont dans le monde des corps rigides. Voilà, aussi simple que ça. Donc maintenant, je vais vous montrer donc, la méthode justement avec le Grease Pencil. Donc là, on supprime, je réaffiche mon cube, et là, on va passer en mode face, d'accord, en vue de face. En vue de face, on a ici donc le petit onglet à annotation, hein, d'accord, donc ici, et ça va me permettre, vous voyez, de dessiner des lignes sur mon mesh pour le fracturer, d'accord. Donc je vais casser un peu mon mesh comme ça. Là, maintenant qu'il est comme ça, je vais dans Objet, Effet rapide, c'est fracture, et là je sélectionne annotation pencil. Maintenant que j'ai mon annotation pencil, je valide avec OK, et là vous voyez qu'il va me casser mon mesh
en fonction de mes lignes. Donc j'aurai beaucoup plus de particules, beaucoup plus de cassures, et du coup ça va me donner donc des fractures beaucoup plus importantes. Et là pareil, même méthode, donc je cache mon cube de base, je sélectionne mes particules, donc là j'en ai quand même beaucoup, j'en sélectionne une en actif avec CTRL-clic, objet, corps rigide, ajouter actif, objet, corps rigide, copier depuis actif. Et là, play, et là mon cube se casse, vous voyez. Donc ça permet de générer des rushs de façon très très rapide, hein, d'accord, donc des rushs low poly. Ça permet donc de jouer des simulations en fait, hein, avec des animations, donc des paramètres de collision, et on peut faire vraiment beaucoup de choses avec le self fracture. Et du coup, voilà, casser un mesh, hein, par exemple un bâtiment que vous allez créer, vous dessinez vos lignes de cassure, d'accord, et du coup vous avez donc voilà donc des petits morceaux qui vont se détacher de votre mesh comme ça, quoi. Ok. Voilà, donc voilà pour le self-fracture. Donc du coup, si vous voulez une vidéo beaucoup plus complète là-dessus, avec un exercice, n'hésitez pas à m'en faire part. J'essaierai de le faire au plus vite, mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les méthodes de base du self-fracture. Ok. Maintenant, on va parler donc des textures. Donc pour les textures, en fait, donc du coup, on va aborder donc les différents types de textures. Donc pas toutes, hein, on va aborder les principales et à quoi elles servent, d'accord, et comment elles fonctionnent surtout, et comment bien les connecter sur notre nœud PBR. Donc là, je vais juste supprimer mes annotations. Et pour vous parler... Et pour vous parler donc des textures, donc on va créer donc encore une fois donc une scène basique, hein, donc hop, un plan, un cube, on le met par-dessus, voilà, on va lui donner donc un petit biseau, hop, une petite autolissage des normales pondérées, et on va régler nos paramètres de modificateur ici, donc en absolu à 0.02, hop, et de niveau de biseau. Voilà, donc là, actuellement, sur les matériaux, donc quand on clique sur l'onglet matériaux ici, on peut créer donc un nouveau matériel, hein, comme je vous l'ai expliqué, et là on va le renommer donc en MPBR. Donc le matériel PBR, comme je vous l'ai indiqué, donc du coup comporte toujours donc une couleur, une valeur de métallique, une valeur de spéculaire, une valeur de rugosité et une carte de normale pour avoir du détail. Et du coup pour la couleur de base, donc en fait ici, on a toujours un nœud d'occlusion ambiante, d'accord, pour avoir donc l'ombrage de contact. Donc on raccorde donc l'occlusion ambiante à la couleur, du coup ce qui nous permet de la rajouter à la couleur, hein, parce que ce nœud-là va être multiplié par rapport à la couleur de base, et vous voyez, ça me rajoute juste l'ombrage de contact que j'ai ici en dessous. Donc là, si je le déconnecte, vous voyez, on n'a pas d'ombrage de contact, et quand je le connecte, j'ai mon ombrage de contact. Aussi simple que ça. En termes d'échantillon, donc normalement on monte à 128 pour avoir vraiment un ombrage de contact précis et propre, d'accord, pour avoir un beau dégradé, et du coup, on peut rajouter notre couleur de base. Donc pour la couleur de base, il faut savoir que du coup on a donc deux textures qui sont dans le monde de la 3D, donc à savoir donc la diffuse et l'albédo. Donc la diffuse et l'albédo, en fait la différence c'est que l'albédo ne contient pas de valeur de cavité, d'accord, donc ne contient pas de valeur d'ombrage, c'est juste de la couleur pure, sans valeur d'ombrage, et la diffuse contient des valeurs d'ombrage. Donc un exemple, supposons qu'ici je crée donc du coup une texture procédurale de Musgrave, d'accord, que je vais peindre avec un dégradé de couleur. Hop, voilà, donc là j'ai ma texture de Musgrave, hein, donc on le voit ici hein, sur la petite photo. Donc là je change donc mes paramètres donc, de couleur, hein, je vais lui donner donc une couleur un peu foncée, hop, une couleur un peu plus claire, voilà. Là j'ai créé donc du coup une albédo, d'accord, c'est une albédo qui ne contient pas de valeur d'ombrage. Maintenant si je veux rajouter donc des valeurs d'ombrage, je peux dupliquer mon Musgrave, lui donner un peu plus de détails, hein, du coup, donc une dimension autre, à 0,25. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une couleur mélange RGB, et juste après mon albédo, d'accord, donc ma couleur de base, je vais la mélanger avec mon détail. Hop, et là, je le remets donc à 100%, en multiply, voilà, et là, vous voyez, en fait, donc j'ai créé une autre texture avec beaucoup plus de contraste et beaucoup plus de détails, et du coup, je peux rajouter des valeurs sur ma texture de base. Ensuite, pour la contrôler, je peux mettre un dégradé de couleur, et du coup jouer avec les nuances, donc je ne veux pas de noir pur, je veux un peu plus de gris, et un peu moins de blanc, voilà, jamais des valeurs parfaites, hein, comme ceci, et ensuite je joue avec ma rampe pour augmenter ou réduire le détail, comme vous pouvez le voir ici sur la petite vignette, d'accord ? Voilà. Et là j'ai créé donc une diffuse, qui contient donc des valeurs d'ombrage, et des nuances, d'accord, de couleurs, et pas juste une couleur neutre. Voilà, et quand je la raccorde à ma couleur, voilà ce que ça donne. Ok, donc ça c'est pour la couleur de base, donc la couleur de base donne toujours donc la couleur de votre texture finale, d'accord. Ça c'est la couleur de base, c'est la couleur finale de votre texture.
Ensuite, on va parler donc de la métallique. Donc la métallique, comme je vous l'ai indiqué, donc du coup permet de donner un côté métal à votre mèche. Et tout ce que ce paramètre fait, en fait, c'est que du coup, il va jouer entre un contraste de spécularité et de rugosité, mais ce n'est pas la même chose, hein, d'accord? Donc il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion en me disant que la métallique c'était la même chose que la spec ou la roughness. Non, d'accord? Si j'ai 100% de métallique et que j'ai 0% de spec et que j'ai 0% de rugosité, voilà ce que ça me donne, d'accord? Si par contre maintenant j'augmente la rugosité à 100%, donc je n'ai pas de paramètre de brillance, ma métallique va jouer avec le contraste de mes couleurs, vous voyez? Donc ça va juste en fait lui donner un côté beaucoup plus froid, une teinte beaucoup moins chaleureuse, et du coup donner cet aspect métallique, mais ce n'est pas réellement du métal, d'accord? Donc le métal pour exister a besoin d'indice de réfraction, donc de spécularité, et a besoin d'une valeur de rugosité pour avoir des paramètres de métal. Ok? Voilà, donc ça c'était pour la métallique, donc très important de nuancer vos métals, hein, enfin vos métaux. Normalement on met toujours une valeur entre 0 et 1, mais on peut donner également des nuances pour donner un peu moins de contraste au niveau des couleurs, et du coup le rendre beaucoup plus chaleureux ou beaucoup plus terne en fonction des besoins, d'accord? Donc la métallique n'est pas du tout la même chose que la spécularité, ni que la roughness, mais par contre elles sont étroitement liées, quoi. Ok? Pour la spécularité, maintenant, on va parler donc de l'indice de réfraction. Donc, qu'est-ce que c'est l'indice de réfraction? Pour vous le montrer, c'est très simple, en fait. Donc, c'est que la spécularité ici, elle est influencée par un nœud qui s'appelle donc le nœud de Fresnel. Donc, le Fresnel, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, hein, qu'est-ce que c'est le Fresnel. Mais du coup, je vous le réexplique de façon très rapide. C'est que le Fresnel, quand on le connecte seul, donc je vais faire un CTRL-SHIFT-clic pour voir mon nœud seul, mon Fresnel va me donner un indice de réfraction en fonction de la position de la caméra. Donc c'est-à-dire que quand je regarde mon mesh au centre, d'accord, il n'est pas, donc la spécularité n'est pas visible, et quand je regarde les contours, on a une légère brillance, vous voyez, donc une légère spécularité autour de mon mesh. Donc c'est ça l'indice de réfraction. Si je le baisse ici, vous voyez qu'en fait ma zone noire donc, est beaucoup plus centrée au centre, et du coup mes parois sont beaucoup plus réfractives. D'accord, donc ça c'est le Fresnel. Et en fonction de la position de la caméra, vous voyez, on aura des indices de réfraction un petit peu différents. Et du coup, c'est comme ça qu'un matériel agit, toujours avec un indice de réfraction. À savoir que l'indice de réfraction qui est ici, donc l'IOR, lui n'impacte pas forcément donc, le Fresnel de la spec, d'accord? Donc la spécularité est impactée par un Fresnel, mais là on a un indice de réfraction qui est ici, qui lui impacte sur le vernis et la rugosité du vernis, donc ça n'a rien à voir, d'accord? Il faut toujours mettre un Fresnel sur votre spécularité si vous voulez avoir des valeurs d'indice propres. Voilà. Donc là, je connecte mon indice de réfraction. Et pour avoir donc cette valeur-là bien précise, je vous donne une petite astuce, c'est que donc il y a un site internet qui s'appelle donc IOR Index. Vous tapez IOR Index sur internet. Et là, vous trouvez sur Pixel and Poly, vous voyez. Et là, vous avez donc une liste immense, hein, donc il n'y a pas tout, mais il y a quand même les principaux, pour avoir donc les indices de réfraction de chaque matériel, d'accord? Donc on a l'indice de réfraction de l'air, de l'alcool, vous voyez, de l'ambre, etc. Donc on peut traduire le site indirectement avec les add-ons en fait, de votre navigateur, hein, si vous ne comprenez pas les matériaux, mais bon, voilà, en général on comprend assez bien quoi. Le bronze, voilà, etc. Et là, on a quand même pas mal d'indices de réfraction, ce qui vous permet d'avoir donc le Fresnel précis des choses, et du coup d'avoir vraiment le bon indice de réfraction. Vous voyez par exemple pour l'eau à 35 degrés, l'indice de réfraction est à 1,32,5. Voilà. C'est un exemple. Ok ? Donc très important pour la spécularité. Ensuite pour la rugosité, donc pareil, donc c'est un paramètre, donc encore une fois, c'est une valeur qui descend donc de 0 à 1, sauf que là elle est inversée, d'accord ? Donc contrairement à la spécularité, quand on la met à 0, on n'a pas de spécularité, quand on la met à 100%, on a de la spécularité. Si ma roughness, je la mets à 0, j'ai 100% de rugosité, d'accord, donc 100% de brillance. Par contre, si je la mets à 100%, je n'ai aucune brillance, d'accord. Donc c'est la rugosité, c'est le côté rugueux de votre texture, et du coup, ça va vous donner donc plus ou moins de brillance en fonction des paramètres que vous allez mettre, d'accord. Donc encore une fois, ce paramètre-là, sans spécularité, ne peut pas exister, hein, vous voyez. Donc là, j'ai beau changer mon slider, rien ne change au niveau de mon mesh. Pourquoi ? Parce que la rugosité est dépendante de la spec. Si vous n'avez pas de spécularité, si vous n'avez pas d'indice de réfraction, il ne peut pas avoir de réfraction. Logique. Vous n'avez pas de spéculaire, donc vous n'avez pas de brillance. Si j'ai de la brillance, j'ai de la spéculaire, et du coup, je peux jouer avec mes valeurs de brillance. D'accord ? Voilà, donc très important de savoir que tous ces paramètres, hein, donc la métallique, la spec et la roughness, sont liés.
Maintenant, on va faire donc la différence entre donc la bump et la displacement. Donc là, en fait, la displacement, quand vous avez une carte de displace, donc là, je vais importer une texture que j'ai donc prévue ici, hein, donc dans texture, on va prendre hop, n'importe quoi, bark, hein, voilà, touk. Je prends une carte de displacement, d'accord. Donc la carte de displacement, comme vous pouvez le voir, c'est des valeurs donc de noir et de blanc, d'accord. Donc des valeurs de gris, blanc, noir, et du coup, ces valeurs-là vont indiquer à Blender donc les valeurs creuses et les valeurs en relief. Donc quand je connecte ça, donc ma texture, je la mets déjà en non-color, parce que c'est pas un profil couleur, c'est des valeurs de 0 à 1, donc des valeurs noires et blanches. Je le connecte à un vecteur de bump, et lui, ce vecteur de bump, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va générer une carte de normal à partir de ma carte de bump. Donc là, je connecte ma couleur à ma hauteur, et là, il va me générer une carte de bump en fonction du relief que je lui ai donné. Donc là, si je fais un CTRL-SHIFT-clic, on peut voir que voilà, ça m'a généré, vous voyez, donc des coordonnées de normal avec X, Y, Z, et une carte de normal qui est avec mon relief, vous voyez, avec des valeurs de... je vais pas rentrer dans le détail des valeurs, hein, mais le but c'est de comprendre que voilà, ça me génère donc un pattern de valeurs de normal, du coup, pour créer du relief. Et maintenant, si je connecte ça à ma normale, et que je reviens sur mon mesh, hop, sur mon BZF guidé, là j'aurai, vous voyez, mon relief qui va se dessiner. Donc c'est uniquement du relief fictif, d'accord, mais c'est une carte de bump. Ce n'est pas une carte de normale, d'accord. Donc les cartes de bump en général sont beaucoup plus grossières que les cartes de normale. Donc les cartes de normale sont pour le détail fin, les cartes de bump sont pour le détail grossier, comme là. Et ensuite, si je veux rajouter ma carte de normale sur ma bump, d'accord, donc rajouter l'extra détail, je peux réimporter une autre texture image ou générer une procédurale, hein, comme je vous l'ai montré. Mais du coup, là, on va rester sur le même mesh. Je prends ma carte de normale, donc mon micro-détail. Je le mets en couleur, pourquoi ? Parce que c'est une carte de vecteur, d'accord. Donc, c'est des valeurs de X, Y et Z. Et cette image, je dois la faire passer obligatoirement par une carte de normale, d'accord, pour transformer mes valeurs en valeurs de vecteur, donc X, Y, Z. Et une fois que j'ai généré ma carte de normale, excusez-moi, c'est sur la couleur, je peux la raccorder à ma bump par-dessus. Et là, ça va coupler mon détail grossier avec mon micro-détail, et du coup rajouter, vous voyez, tout ce détail-là. Voilà, le micro-détail de ma bump, enfin de ma normale. Donc en général, les valeurs, on ne les dépasse pas hein, de 1. Les valeurs de bump, pareil, on peut les diminuer pour avoir des valeurs beaucoup plus douces, d'accord, donc 0,35, et ensuite jouer avec la normale pour les accentuer. Vous voyez la différence? C'est que là, si j'ai des valeurs trop hautes, et que du coup j'essaie de dépasser mes normales, ça va casser ma texture, vous voyez. Elle dépasse ses limites, et du coup vous aurez des défauts de texturing. Donc très important de ne pas dépasser les limites de votre normal, d'accord, donc de votre mesh, parce que sinon il ne comprendra pas ces valeurs-là. Donc en général on met 0.35 au niveau donc, de la force, on peut réduire un peu la distance à 0.5, et ensuite jouer avec la normale pour accentuer le relief ou le diminuer. D'accord? Voilà, éviter les dépassements, hein, très important. Voilà, donc du coup, la différence entre la bump et la displacement, il n'y en a pas en fait, hein. C'est juste une carte de valeur noire et blanche, et je peux utiliser n'importe quoi pour générer une bump. Hein. Si par exemple, regardez, là je prends une texture, donc encore une fois, image, je me dis, bah tiens, j'ai envie de générer une bump avec une carte, je sais pas, bah tiens, ma carte de displace là, elle me plaît pas trop, donc j'ai envie de prendre ma carte de gloss, d'accord? Parce que ma carte de gloss a beaucoup plus de détails, elle est beaucoup plus précise, c'est plutôt cool. Donc je prends ma carte de gloss, et si je la connecte à ma bump, bah ça revient au même, vous voyez, mais j'ai beaucoup plus de détails. J'ai beaucoup plus de micro-détails. Et là, je me dis, bah tiens, mais j'aimerais bien avoir quand même le gros relief de ma bump. Bah comment je fais? Texture image, ouvrir, hop, et là, je vais mélanger ma displacement avec ma bump. Donc, je remets un vecteur de bump, pas de normal, hein, parce que c'est pas une carte de normal. Donc, je rajoute un deuxième bump, je le connecte à la hauteur, et là, je rajoute ma normale à ma normale. Et là, non seulement j'ai mon détail de gloss qui a été transformé en bump, mais en plus, j'ai mon gros relief, vous voyez, comme tout à l'heure, avec ma carte de bump d'origine. Et après, je peux régler la force ici pour l'augmenter ou la réduire. Voilà. On peut dépasser ces valeurs-là hein, si on souhaite. Hein. Elles sont limitées à 1, mais on peut les dépasser. On peut mettre 5, on peut mettre 25, et du coup accentuer le détail. Mais faites attention, comme je vous dis, parce qu'une fois qu'on dépasse les limites d'une texture, c'est pas très beau. Et c'est pas conseillé parce qu'on a le défaut de texturing, vous voyez comme ici. Donc en général, on reste sur une valeur à 1, c'est parfait. Quand on les couple, c'est très très bien quoi. Ok. Sachez que la force finale, c'est celle-là qui compte. Hein. C'est pas la valeur de rajout. Hein. Quand vous rajoutez une texture de bump, vous la rajoutez à 100%, et après vous la contrôlez ici.
d'accord? Voilà. Et là, j'ai vraiment une texture de bump vraiment très très bonne, parce que du coup, j'ai pris ma gloss, je l'ai transformée en bump, et j'ai pris ma bump et je l'ai transformée en bump réel, quoi. Ok? Et après, pour le displacement, donc du coup, il y a vraiment une fonction de displacement qui existe, hein, parce que ça, c'est la bump. Et la différence, c'est qu'en fait, le displacement donc, ne fonctionne que sur Cycles, d'accord, avec cette méthode que je vais vous montrer. Après, il y a une autre méthode pour Eevee que je vais vous montrer par la suite, mais cette méthode-là ne fonctionne que pour Blender, que pour Cycles, pardon. Donc là, il faut rajouter donc un vecteur de déplacement. Ce vecteur de déplacement, je le connecte à mon nœud de sortie. Et là, quand je connecte ma bump, donc ma bump d'origine, hein, ou ma gloss, peu importe, hein, quand je connecte une carte noire et blanche, peu importe, dans la hauteur, je vais pouvoir contrôler sa taille, son échelle et son niveau médian. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va déplacer ma texture dans le vrai monde. Donc là, pour voir ça, je vais passer sur Cycles, comme je vous l'ai indiqué. Hein. On va passer en mode rendu. Je vais activer donc du coup ma lampe. Voilà, pour voir un peu mieux. Hop, on va la roter à 45. On va donner donc une teinte un petit peu plus chaleureuse, donc on va mettre 5. Et là, j'ai mon déplacement. Donc là, vous allez me dire, mais ça n'a rien changé. Oui, pourquoi? Parce que donc non seulement je n'ai pas assez de géométrie pour la déplacer réellement, mais en plus, je ne l'ai pas activé. Pour activer le déplacement, donc pour activer ce nœud-là, il faut aller donc dans les paramètres de shader, uniquement sur Cycles, hein, je précise bien. Et là, tout en bas, vous avez dans Réglages la possibilité d'activer, donc ici, vous voyez, le déplacement. Actuellement, j'ai que la bump, donc ça va prendre que ma bump que j'ai ici, donc ça va pas déplacer la géométrie. Mais si j'active le déplacement uniquement, là, ça va déplacer ma géométrie. Donc on voit que, vous voyez, mon cube se décale, d'accord? Donc il est un peu déformé. Vous voyez? Donc là, mes arêtes sont un peu déformées, voilà, donc on voit de la déformation. Si je veux accentuer cette déformation-là, il faut que je subdivise mon mesh. Donc on passe en mode edit avec le clic droit, subdiviser une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Voilà, plus vous montez, hein, plus vous avez de géométrie, et plus vous allez avoir un déplacement précis, vous voyez? Voilà. Et là, j'ai mon déplacement. Et ensuite, je règle donc sa taille et son échelle, donc sa puissance, ici, et je peux déplacer réellement ma géométrie sur mon plan. D'accord? Voilà, donc en général, nous, on met des valeurs donc, à 0.2, 0.3, en fonction des besoins, mais c'est juste pour donner donc, le vrai relief de la texture, et du coup, le vrai relief, tout simplement, en fait, hein, les vraies valeurs, et le vrai déplacement de la géométrie. Donc là, c'est pas que visuel, c'est aussi physique, puisque je suis en train de déformer ma géométrie. D'accord? Donc ça, c'est pour Cycles. Et pour Eevee, en fait, donc il y a une autre solution pour faire ça. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on supprime, voilà, on repasse sur Eevee. Hop, donc là j'ai toujours le même nombre de géométries. Hein. Donc je passe ici dans les modificateurs, et là je vais rajouter un modificateur de déplacement. Ce modificateur de déplacement va déplacer donc la géométrie, hein, comme son nom l'indique. Donc là il me demande une nouvelle texture, donc je clique sur Nouvelle. Je vais dans mon paramètre de texture qui est ici, donc le petit carré rouge. Je clique sur Ouvrir, où je vais chercher ma texture de displacement, hein, vu que je l'ai déjà importé auparavant. Je vais la prendre ici. Hop, et là, vous voyez que ça me déplace ma géométrie. Donc là, d'une façon très étrange, parce que du coup, ça les déplace que vers le haut. Pourquoi? Parce que quand vous appliquez une texture ici, donc dans les modificateurs de déplacement, il faut aller la régler ici dans les coordonnées. D'accord? Donc actuellement, je suis en coordonnées locales, donc il va prendre que les coordonnées locales, donc que les coordonnées sur X, Y, Z, donc tout ce qui est plat, mais tout ce qui est en hauteur, donc tout ce qui est axe Z, il va pas comprendre. Donc c'est à moi de lui dire que non, je ne veux pas en local, je veux sur les UV, et là, je récupère mon displacement. Vous voyez? Donc c'est exactement la même chose que sur Cycles, mais avec cette méthode-là, en fait, on a beaucoup moins de contrôle parce qu'on n'a qu'une carte et qu'une texture. Alors que là, sur les nœuds, avec Cycles, on peut coupler des nœuds, on peut faire vraiment des choses très, très sympas avec les textures, et du coup donner des déplacements vraiment très cool, quoi. Voilà, donc voilà pour les deux méthodes de displacement. Donc là, vous avez normalement donc, toutes les références pour connecter vos textures correctement, donc à savoir la couleur de base, une valeur de métallique toujours, donc de 0 à 1, pour indiquer que c'est du métal ou pas. On peut s'en servir pour autre chose, hein, pour juste créer du contraste, d'accord? Donc ça n'a rien à voir. Hein. Bien jouer avec les paramètres de spécularité et de rugosité, parce qu'ils sont étroitement liés. Hein. Sans spécularité, on n'a pas de brillance, et sans brillance, du coup, nous ne pouvons pas avoir de métallique non plus, d'accord? Ça va juste contraster les couleurs. Ok, donc tous les paramètres là sont liés. Ensuite pour la normale, donc du coup on a une carte de normale qui est des vecteurs de x, y, z, une carte de bump qui sont des valeurs de noir et de blanc, ou une carte de displacement, ou n'importe quel type de carte que vous pouvez mettre sur une valeur de noir et de blanc, hein, peu importe, et du coup vous créez votre déplacement comme ça. Ok ? Voilà, donc ça en était tout pour cette leçon, donc merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine, et n'hésitez pas, encore une fois, à liker cette vidéo, à laisser un petit commentaire.
et à me donner vos retours par rapport à tout ça. Merci à vous et à très bientôt. Ciao ciao.